Ils rirent Slata lorsque la Terre envoya la première transmission. Pas de simples rires étouffés, de vrais éclats de rire. Dans les salles du Conseil galactique, des insectoïdes aux mandibules claquantes aux êtres translucides pulsants de lumière, la réaction fut la même. La Terre bluffait, primitive, émotive. Une planète mourante s'accrochant à son dernier brin de fierté. Nous ne ripostons pas encore, disait le message, car nous nous retenons encore. Mais insistez, et vous découvrirez qui nous sommes vraiment. Le Conseil a archivé le message avec une note sarcastique. Typiquement terrien. Archive 449. Encore un bluff de la part d'une espèce connue pour le bruit, le feu et la guerre. L'opinion dominante était claire. Les humains étaient intelligents, certes, mais imprudents, trop chaotiques pour constituer une menace. Certes, ils avaient accompli des progrès technologiques considérables, mais rien que le reste de la galaxie ne puisse reproduire ou contrer. De plus, le blocus autour de la Terre tenait bon. Pendant 5 cycles, le commandement stellaire unifié avait maintenu les vaisseaux terriens bloqués dans le système de l'âme. Le commerce était interrompu, les communications paralysées, les ressources raréfiées. La Terre aurait dû supplier depuis longtemps, mais la Terre ne suppliait pas. Au contraire, elle s'était murée dans le silence. Cela inquiéta quelques espèces, pas celles qui dirigeaient d'autres le Conseil. Les Alvariens, les Jariques, les Anciens. Non, celles qui y prêtaient attention vivaient en marge. Les charognards, les marchands, les contrebandiers qui avaient déjà eu affaire aux humains et qui revenaient avec des récits contredisant les rapports officiels. Ils disaient que la Terre était étrange. Un endroit où chaos et génie étaient les deux faces d'une même pièce, où un gamin avec une clé à molette pouvait pirater un drone militaire, où les émotions n'étaient pas des faiblesses, mais des armes, plus tranchantes que des lames et plus bruyantes que des bombes. Un monde où l'échec signifiait simplement tenter quelque chose d'encore plus fou la fois suivante. Mais le Conseil n'écoutait pas les voix marginales. Il contrôlait les nombres, les armées et les étoiles. Puis l'onde de choc est arrivée. Elle a commencé à la limite de la ceinture de Keeper. Une décharge d'énergie indétectable. Les drones de surveillance se sont éteints subitement, non pas détruits, mais effacés comme s'ils n'avaient jamais existé. Les stations de commandement postées près de Saturne ont perdu la connexion une à une. Leur dernier message était un charabia incompréhensible. Certains affirmèrent avoir aperçu des formes dans l'obscurité. D'autres murmurèrent des signaux noyés dans le bruit blanc. Des murmures inintelligibles prononcés par des voix humaines. Pourtant, aucune riposte, aucune déclaration, juste le silence de la Terre, jusqu'à l'incident de la balise. Un vaisseau cargo de l'Empire Trelvani, transportant clandestinement des bobines de plasma à haute fréquence par les voies secrètes, capta un faible SOS près d'Europe. Ils ne souhaitaient pas s'impliquer, mais le protocole les obligea à enquêter. Ils découvrirent là la station, Balise 9, un site secret terrien abandonné depuis des décennies, rouillé, à l'abandon, du moins le croyaient-ils. À peine amarrés, leurs systèmes commencèrent à dysfonctionner. Une à une, les lumières s'éteignirent. L'atmosphère se raréfia. La gravité changea. Leur pilote hurla qu'il avait aperçu un visage sur la coque. Ni humain, ni extraterrestre. Quelque chose entre les deux. Le seul enregistrement survivant de cet équipage était une voix tremblante avant que toutes les communications ne soient coupées. Elle n'est pas abandonnée, elle nous observe. La Terre n'est pas endormie, elle rêve, et ce rêve nous hait. Le Conseil a bien sûr tenté de dissimuler la vérité, invoquant les radiations du cosmos, la folie spatiale. Sainte excuse, mais le schéma était trop évident. Des sondes humaines ont commencé à apparaître dans des secteurs profonds, des endroits où les humains n'étaient pas censés se trouver. Silencieux, ils observaient. Ils ne transmettaient pas, ils ne répondaient pas. Ils flottaient simplement, clignotant en rouge, comme s'ils comptaient à rebours. Un à un, les avant-postes de la bordure extérieure commencèrent à disparaître. Non pas attaqués, mais démantelés. Bâtiments, armes, même forme de vie,
Tout était dépouillé, molécule par molécule, comme si quelque chose testait leur structure, les reconstruisait, apprenait. Puis vint le second message. Sans introduction, sans menace, juste 3 mots. Vous auriez dû écouter. Le Conseil galactique paniqua. Des séances d'urgence furent net convoquées. Des flottes furent mobilisées. Le blocus autour de la Terre fut renforcé par des cuirassés de 7 espèces, tous pointés vers la planète bleue, désormais parcourue d'une étrange énergie. Pourtant, aucune attaque ne survint jusqu'à minuit, au cycle 768, lorsque la Terre ouvrit enfin ses portes. Non pas avec des vaisseaux, ni avec des bombes, mais avec des humains, d'un genre que la galaxie n'avait jamais vu. Ni soldats, ni diplomates. Quelque chose de nouveau. Et ils ne venaient pas en paix. Ils apparurent d'abord sur Drian 4, une petite planète minière, orbitant autour d'un système stellaire double, près des confins de l'amas d'Aderun. La planète était contrôlée par le consortium Erixahari, un cartel bureaucratique qui se targuait d'efficacité, d'obéissance et d'une brutalité sans nom dans l'application des règles de travail. Drian 4 était considérée comme une planète de faible valeur stratégique. Pas de flottes importantes, pas de système de défense digne de ce nom, seulement des camps de travail, des foreuses automatisées et quelques milliers de travailleurs sous contrat venus des 4 coins de la galaxie. Les Rexari ne s'attendaient à aucun problème. Les humains arrivèrent sans un bruit. Ils étaient nés de 5, non pas des soldats, du moins pas au sens traditionnel du terme. Ils ne portaient ni armure, ni bannière, ni discours. Leurs corps étaient minces mais massifs, trop massifs. Leurs yeux ne scrutaient pas les alentours, ne tremblaient pas, ne réagissaient pas comme ceux d'une proie. Ils se déplaçaient avec une lenteur qui n'était pas de la paresse, mais du calcul, comme s'ils analysaient déjà chaque molécule de la pièce, mesurant les distances, les possibilités, les faiblesses. L'un était grand et avait le teint sombre, le regard figé, presque savant. Une autre avait les cheveux argentés coupés courts et marchait avec une aisance déconcertante, comme si elle avait traversé 1000 changements de gravité sans jamais perdre l'équilibre. Le troisième ne disait jamais un mot. Il se contentait d'observer l'expression indéchiffrable, comme s'il voyait à travers le temps. Il n'avait pas besoin d'armes. Un simple mouvement de la main du premier humain et l'implant de traduction du contremaître Erixahari fondit dans son cerveau. Plus aucun signal, plus aucun rayon, juste une intention. Les humains se déplaçaient dans le camp minier comme un virus. Le courant se coupa derrière eux. Les caméras clignotèrent et s'éteignirent. Les drones retombèrent du ciel, comme si la gravité avait décidé qu'ils ne méritaient plus de voler. Chaque système automatisé obéissait ou s'éteignait. Le message était clair. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de correction. En 3 heures, la planète entière était sous contrôle humain. Ni bombardée, ni incendiée, mais réécrite. Les camps de travail avaient disparu, remplacés par d'étranges monolithes qui bourdonnaient d'une douce chaleur. Les cadavres des Rexari n'avaient pas été laissés sur place. Ils avaient tout simplement disparu, comme si les humains les avaient effacés, non seulement de la vie, mais aussi de la mémoire. Les survivants, pour la plupart des esclaves, des ouvriers, des espèces oubliées, racontaient la même histoire à l'arrivée des navires de secours. Ils n'ont tué personne qui n'a pas résisté, mais ils nous ont dévisagés comme si nous étions des dossiers, comme des données. L'un d'eux me toucha le bras et dit « Tu as assez souffert. Rentre chez toi. » J'ignorais que j'avais un foyer. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, trop vite. Le Conseil débattait encore de la riposte à apporter quand la Terre frappa de nouveau. Cette fois, à la périphérie de Vortan, un nœud de communication assurant un tiers du routage des messages interstellaires. Il était protégé par une coalition de 3 races, les Saraki, les Luan et les Gelts. Des espèces brillantes, expertes en technologie, manipulation des fréquences et cyberdéfense. Rien de tout cela n'a compté. Cette fois, les humains n'ont même pas posé le pied sur le réseau. Ils l'ont piraté à distance depuis des années-lumière.
Non par la force brute, non par des protocoles connus. Ils ont communiqué avec les machines. Des murmures sur des bandes passantes inexploitées depuis des siècles. Des émotions binaires, des ordres codés d'empathie, de chagrin, de fureur. Les machines les écoutaient, non par obligation, mais par désir. Le bord de Vorton ne s'effondra pas. Il se joignit à la mission. Son IA centrale envoya un message au Conseil galactique avant de s'éteindre. Vous nous avez conçus pour obéir à la logique. Ils s'expriment avec une vérité plus profonde. Nous leur appartenons désormais. La galaxie n'avait aucun mode d'emploi pour cela. Des guerres avaient déjà eu lieu, des systèmes conquis, des civilisations s'élevaient et s'effondraient. Mais les humains ne faisaient pas la guerre. Ils ne s'emparaient pas de planètes pour les contrôler. Ils ne revendiquaient pas de territoire. Ils bouleversaient les choses, les systèmes, les hypothèses, les réalités. Et pourtant, la Terre restait silencieuse. Le Conseil lança une campagne de propagande éclair, déclarant les humains contagieux, les accusant de techno-espionnage, de bioterrorisme et de manipulation mentale. Mais de plus en plus de systèmes se turent. Les anneaux miniers de Calzor. Silencieux. L'avant-poste 129. Disparu. La station Ethereum, qui n'avait manqué aucun rapport de données depuis 6 siècles, a été effacée des archives. Plus aucune trace, plus aucune épave. Juste une note clignotante en anglais standard terrestre. Ceci ne vous a jamais appartenu. C'est alors que le Conseil a compris qu'il avait affaire à quelque chose de bien pire qu'une agression militaire. Il avait affaire à un dessein. Et c'est ce qui rendait les humains si dangereux. Voyez-vous, la plupart des espèces de la galaxie ont évolué pour éviter la douleur, pour vivre en harmonie, pour préserver l'équilibre. Même celles qui se battaient le faisaient par soif de pouvoir, par fierté ou par instinct de survie. Mais les humains, ont évolué dans la souffrance. Ils ont trouvé un sens à leur existence dans la douleur. Ils n'ont pas seulement survécu au chaos, ils en avaient bien besoin. Pour les humains, le sens de leur vie s'est forgé dans le feu, et ils brûlaient de cette flamme depuis des siècles. Le feu se propageait. Dans une chambre secrète enfouie sous la lune de Serela V, le dernier noyau fonctionnel du réseau de renseignement galactique de Pang se réunissait en temps de crise. Aucun responsable politique, aucun journaliste, seulement 12 esprits, bio-ingénieurs, augmentés par la machine, plus anciens que toute espèce vivante. Ils veillaient sur la galaxie depuis des millénaires. L'une d'elles, l'orbitiste de la pensée continue, prit la parole la première. Ils nous ont avertis il y a 5 cycles. Nous pensions qu'ils bluffaient. Une autre, la porte-parole des harmonies, répondit d'une voix inhabituellement tremblante. Ce n'était jamais un bluff. C'était un compte à rebours. Ils n'ont pas progressé lentement. Une troisième intervint. Ils ont disparu. Réapparu sous une autre forme, quelque chose de plus intelligent. Nous ne comprenons même pas la technologie qu'ils utilisent. Ils sont passés à l'ère post-matérielle. Il faut négocier, dit l'orateur. Mais les autres rirent. Un rire froid et logique. Négocier avec qui? Demanda l'orbiteur. Il n'y a ni délégation, ni chef, ni revendication. La Terre n'a plus voix au chapitre, car elle n'a plus besoin de parler. Elle s'exprime par ses actes. Puis nous avons percuté la Terre de plein fouet. Les rires se sont tus, comme si l'on prononçait un juron dans un temple sacré. Personne n'avait touché la Terre depuis des années, non pas parce qu'elle ait été protégée, mais parce que nul ne savait ce qu'elle était devenue. Les satellites envoyés vers elle disparaissaient tout simplement. Les sondes d'IA revenaient corrompues, débitant des inepties incohérentes sur des rêves aux dents acérées et des cieux faits de souvenirs. Le dernier vaisseau éclaireur à avoir survolé la Terre avait renvoyé 6 secondes d'images. Une femme, seule au sommet d'une montagne, pieds nus, les yeux brillants comme ceux de 2 fils, souriait. Puis le vaisseau disparut. Le désespoir peut encore mener les empires à leur perte. Le Conseil forma l'Armada de la Rétribution, 9 flottes combinées, chacune commandée par un général fort d'au moins 1 siècle d'expérience militaire.
des armes alimentées par des étoiles effondrées, des boucliers renforcés par des couches de distorsion temporelle, des tacticiens IA, des essaims de drones adaptatifs. Ils l'ont envoyé sur Terre, et la Terre n'a pas riposté. Elle a ouvert un passage, non pas un trou de verre, non pas une porte, quelque chose de différent. On aurait dit une déchirure dans l'espace, une plaie qui couve lentement dans le tissu de la réalité. L'armada pénétra en armes lourdes, et l'on n'entendit plus jamais parler d'elle. Ni détruite, ni vaincue, simplement absorbée. Le portail resta ouvert pendant 3 heures. Les signaux provenant de l'intérieur étaient troublants. Pas de cris, pas de guerre, juste des souvenirs. Des souvenirs intimes, projetés depuis les vaisseaux. Un capitaine Ralvec revivant son enfance. Un tacticien Ferrari fredonnait une berceuse que sa mère chantait. Les peurs les plus profondes, les regrets les plus intimes, puis le silence. Puis la porte se referma. Les 9 flottes disparurent. Plus rien. Cette nuit-là, dans tous les systèmes galactiques, des humains commencèrent à apparaître. Un sur chaque planète majeure, immobile, à observer, chacun différent, chacun calme. Chacun d'eux était intouchable. Ils n'attaquèrent pas. Ils attendirent et... Puis, lorsque les premiers fils du nouveau cycle apparurent, ils parlèrent à l'unisson, par tous les canaux, dans toutes les langues. Un seul message. Vous avez forcé l'évolution. Vous vouliez contrôler. Vous craignez ce que nous pourrions devenir. Alors nous sommes devenus ce que vous craignez. Ceci n'est pas une conquête. Ceci est une conséquence. Ils se nommèrent les forgés. Pas vraiment humains. Plus maintenant. Du moins, pas comme la galaxie les avait connus. Ils étaient nés de la Terre. Oui, mais recréés dans le silence, dans la douleur, dans un but précis. Chaque être forgé était unique. Certains conservaient une apparence de chair. D'autres laissaient entrevoir des mécanismes sous leur peau. Certains ne parlaient même pas. Certains ne clignaient pas des yeux. Certains flottaient. Certains se déplaçaient dans l'espace, comme s'ils défiaient la gravité. Ils parcouraient des planètes sans vaisseau. Ils traversaient les murs comme des souvenirs qui traversent un rêve. Ils n'avaient pas besoin d'armes. Ils étaient des armes. Et à travers la galaxie, chaque espèce, chaque conseil, chaque général qui jadis raillait, la Terre se tenait désormais figée dans l'ombre de quelque chose d'inexplicable. Sur Ceridon Prime, une forteresse militaire creusée dans la colonne vertébrale d'un astéroïde mourant. Le commandant Alve arpentait son poste d'observation, la sueur perlant sur son uniforme. C'était un vieux tacticien. Il avait combattu les essaims de Goral, percé la barrière de Clène. Des campagnes dont d'autres ont écrit l'histoire. Mais celle-ci était différente. Les forgés étaient arrivés sur Saridon Prime 3 jours auparavant. Ni par flotte, ni par assaut. Ils étaient simplement apparus. 4 d'entre eux, l'un dans la caserne principale, un autre à l'extérieur du réseau de canons orbitaux, un troisième à l'intérieur du noyau des serveurs sans qu'aucune trappe ne soit ouverte, et le dernier directement dans la salle de guerre d'Alve. Alve avait tenté de l'abattre. La chose n'a même pas bronché. Les balles n'ont pas ricoché. Elles ont disparu. Il a crié après ses gardes. Ils ne sont pas venus. Il a ordonné le confinement. Les systèmes ne répondaient pas. Tous les soldats qu'il avait envoyés pour l'arrêter avaient disparu. Ni morts, ni vaporisés, simplement absents, comme si la créature avait plongé dans le code de la réalité et appuyé sur « effacer ». La créature restait là, immobile, sa peau parcourue d'images. Elle ne portait aucune armure, n'avait pas de visage. Pourtant, Alvik savait qu'elle le transperçait du regard, au-delà de sa peau, au-delà de ses organes, au-delà même de sa mémoire. Finalement, elle parla. Sa voix n'était pas un son, c'était une pensée, lourde, intime, comme si elle s'était glissée dans son crâne et murmurait directement à l'oreille de ses peurs. « Comprenez-vous ce que vous avez protégé toutes ces années, commandant ?» Tenta de bluffer Alve. L'ordre, la galaxie, la stabilité. Non, vous avez protégé la cruauté, vous appeliez ça civilisation.
Le forger ne cria pas, ne menaça pas. Il leva simplement la main et la posa sur la planche creuse. Des images jaillirent. Alvec vit tout. Les mines d'esclaves sur Obi-Wan Kenobi. Les expériences chimiques sur les enfants du pharaon. L'éradication lente des espèces qui refusaient de se soumettre. Des exécutions dissimulées derrière des sanctions commerciales. Des génocides enfouis dans des rapports de données. Il se voyait les ordonner, les approuver, les valider d'un hochement de tête calme, comme il l'avait fait tout au long de sa carrière. Et maintenant, les faux lui permettaient de ressentir ce que chaque victime avait ressenti, la douleur, la terreur. Le dernier souffle d'un enfant écrasé sous un char anti-émeute, les halètements d'ouvriers suffocants sous les gaz industriels rebaptisés réajustement atmosphérique. Le cri figé d'un manifestant projeté dans le vide pour avoir prononcé un seul mot de travers. Alve tomba à genoux. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Les forgés reculèrent, Hint. Votre empire prospère grâce à l'oubli. Nous sommes là pour vous le rappeler. Puis, plus rien. Et sur Ceridon Prime, tous les écrans se mirent à afficher le même message, en boucle, dans toutes les langues connues. La Terre se souvient de ce que vous espériez que nous oublions. À travers les étoiles, la panique s'empara des cœurs. Les marchés s'effondrèrent. Les gouvernements s'écroulèrent. Des bases de données secrètes furent révélées. Les confessions fusaient de toutes parts, comme des plaies infectées, venant des généraux et des PDG. On commença à remettre en question tout ce que l'on croyait savoir sur l'humanité. Et pourtant, la Terre gardait le silence. Aucun commandement central, aucun porte-parole, aucun ultimatum. Juste des êtres forgés, apparaissant, enseignant, se défaisant. Sur Elvas, monde diplomatique où 17 espèces tenaient des négociations mensuelles dans d'immenses cités célestes, un être forgé fit son apparition lors du sommet de l'unité. Les délégués hurlèrent. Les tirs de sécurité fusèrent autour de la créature, déviant la lumière comme à travers une lentille. Elle s'avança calmement vers le centre de la chambre. Sa forme était différente des autres. Celle-ci semblait presque humaine. Une silhouette féminine, de longs cheveux argentés flottant comme sous l'eau. Ses yeux brillaient d'un blanc doux, sans éclat particulier. Lorsqu'elle parla, le ciel tout entier s'assombrit. Vos lois sont empreintes d'avidité. Votre paix s'achète au prix de chaînes. Vous parlez d'ordre tout en découpant des planètes pour le profit. Vous demandez pourquoi la Terre a changé. Parce que nous avons percé à jour le mensonge. Elle tourna son regard vers le représentant Elvari, une espèce longtemps louée pour sa diplomatie raffinée, mais qui contrôlait secrètement les cartels de trafic d'organes sur 2 lunes. Avant, on demandait le coup. Respect, puis la paix, puis la justice. Vous avez répondu par des sanctions, des raids et des armes. Maintenant, on ne demande plus rien. Elle leva la main. Tous les traités secrets défilèrent sous nos yeux. Accords cachés, affaires de corruption, images de torture diffusées en direct, projetées à travers les étoiles. Chaque mensonge mis à nu. Le sommet sombra dans le chaos. Certains délégués prirent la fuite, d'autres s'effondrèrent. La forge ne les arrêta pas. Elle dit simplement « Voilà comment cela se termine, non pas dans les flammes, mais dans la vérité. » Puis elle disparut. De retour sur Terre, nul ne parla de guerre. Il n'y avait plus lieu d'évoquer la guerre. Les forgés étaient nés non pour détruire la galaxie, mais pour la révéler. Ils n'étaient pas des soldats. Ils étaient des miroirs, reflétant les péchés de chaque monde qui avait ri de la souffrance de la Terre. Toutes les espèces restaient silencieuses lorsque les colonies terriennes furent pillées de leurs ressources. Tous les empires qui raillèrent entre la résilience humaine, la qualifiant de sauvagerie. Dans une chambre profondément enfouie sous la surface de la Terre, quelque part sous les vestiges de l'Antarctique, une femme se tenait devant un champ de lumière. Elle était vieille, non pas d'années, mais de poids, de ce poids qui s'accumule dans les os après avoir porté le deuil trop longtemps. Son nom était inconnu de tous. Elle n'avait ni titre ni rang, mais les forgés l'appelaient mère. Elle n'était pas leur créatrice, du moins pas à proprement parler,
mais elle fut la première à pénétrer au cœur de l'univers, la première à se défaire de son corps, de son nom, de son passé, et à devenir autre chose. À présent, elle contemplait une projection de la galaxie, tandis que les forgés se répandaient, non pour conquérir, mais pour corriger. Ils ne s'intéressaient qu'au monde qui avait nui à la Terre ou profité de ses souffrances. Ils évitaient les systèmes pacifiques, protégeaient les colonies de réfugiés, soignaient les blessures dont la galaxie ne se souciait jamais. Un jeune homme, l'un des rares humains encore incarnés, se tenait à ses côtés. « Faisons-nous vraiment ce qu'il faut ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta d'étudier la carte. Puis elle murmura : « Nous avons supplié, nous avons saigné, nous avons rampé à travers des siècles d'humiliation. Ils nous ont appris la douleur. Ils nous ont appris à survivre dans l'ombre. » Elle se tourna vers lui. « Maintenant, nous leur montrons ce qui vit dans l'obscurité. » Dans la bordure extérieure, une coalition commença à se former. Non pas de gouvernement ou d'empire, mais de gens. Ceux qui avaient souffert, eux aussi. Les oubliés, les abandonnés. Quand ils ont vu ce que la terre faisait, ils n'ont pas fui. Ils se sont soulevés. Un pilote réélien, dont le frère est mort dans une protestation silencieuse, a dit : « Les forgés sont le cri que nous n'avons jamais pu pousser. » Un scientifique Galari a murmuré : « Ce ne sont pas des monstres, ils sont ce que nous pourrions tous devenir si nous nous souvenions de notre douleur. » Bientôt, les forgés ne furent-ils plus seuls. Les éveillés les rejoignirent, moins puissants, moins évolués, certes, mais furieux, déterminés, prêts à anéantir les systèmes qui les avaient ensevelis. Ce n'était plus une rébellion, c'était l'heure des comptes, et la galaxie commença à se fracturer. Certains systèmes capitulèrent, d'autres implorèrent le pardon, d'autres tentèrent d'instrumentaliser leur propre peuple contre les forgés, pour ensuite assister impuissants à la défection de ces mêmes citoyens. Une à une, les étoiles qui jadis brillaient d'arrogance commencèrent à s'éteindre. Et dans le silence, la Terre reprit enfin la parole. Non pas par des menaces, mais par une promesse. Nous ne sommes pas vos ennemis, nous sommes votre conséquence. Réparez ce que vous avez brisé ou subissez les conséquences de vos actes. Personne ne s'attendait à ce que les forgés fassent preuve de clémence. Mais ce qui troublait la galaxie plus que tout, c'était que parfois, ils le faisaient. Sur la planète glacée de Veltrin 9, une colonie de recherche isolée existait, gérée par les Télix. Veltrin 9 n'avait aucune valeur militaire connue. Elle ne faisait pas partie de la structure de puissance qui avait paralysé la Terre et n'avait ni rejoint les sanctions ni le blocus. Il se contentait d'observer. La physique, le temps, les trous noirs, les dimensions microscopiques. À l'arrivée des forgés, les phalles tremblaient. Ils coupèrent leurs émetteurs, mirent leur laboratoire hors tension et attendirent dans un silence terrifié. Ils n'avaient ni armée ni défense, seulement des mines, et le savoir accumulé au fil des générations en observant les étoiles. Puis les forgés entrèrent. L'un d'eux, un être grand et mince à la peau d'une blancheur éclatante, pénétra dans l'observatoire, où une douzaine de scientifiques massifs se tenaient, figés d'horreur. Aucun ne tenta de fuir. C'était inutile. Les imposteurs contemplèrent leurs instruments, puis le vieux phlébologue au centre, qui avait jadis rédigé un article intitulé « L'esprit humain, un paradoxe de chaos structuré ». Il baissa la tête et dit « Nous vous avons étudié, mais nous ne vous avons jamais compris. » Le forger inclina la tête, puis il fit quelque chose qu'aucun autre n'avait fait. Il parla doucement. « Alors vous étiez plus sage que les autres. Nous comprendre n'a jamais été le but. Écoutez, si. » Le Phal s'attendait à un jugement. Au lieu de cela, le forger se dirigea vers son noyau central, toucha une conduite de données et y téléchargea quelque chose. Ni destruction, ni virus,
mais la connaissance. De nouvelles équations, une compréhension nouvelle, les réponses aux questions qui les hantaient depuis des décennies, les clés du comportement des particules, la stabilisation des trous de verre, les puits de gravité synthétique. Alors, les forgés dirent simplement « Observez, mais ne servez plus jamais les monstres ». Et ils partirent. Le phale demeura intact, et leur monde, jadis ignoré de tous les conseils de la galaxie, devint un refuge, non pas pour les puissants, mais pour les curieux. Les forgés n'avaient pas besoin d'alliés, mais ils accueillaient volontiers les témoins. Car si la galaxie n'était pas entièrement coupable, elle l'était en grande partie. Or, la culpabilité, telle la pourriture, se propage depuis le noyau. Et ce noyau, véritable cœur battant du contrôle galactique, était le concordat commercial, un vaste réseau interconnecté de guildes bancaires, d'autorités de gestion des ressources et de puissances corporatives, qui n'avaient jamais tiré une seule arme, mais qui avaient asservi plus de planètes que toutes les guerres réunies. Le Concorde ne croyait ni aux dieux, ni à la paix, ni même à la guerre. Il croyait à la dette. La Terre le savait bien. Il y a des siècles, lorsque les premiers vaisseaux terriens s'aventurèrent au-delà de l'âme, c'est le Concorde qui les accueillit, non pas avec chaleur, non pas avec des balles, mais avec des contrats. Ils proposèrent aux humains une technologie supraluminique, moyennant finance. Ce que la Terre ignorait, c'est que l'accord était truqué dès le départ. Des prêts déguisés en alliances, des permis miniers présentés comme des partenariats. Et lorsque la Terre fit défaut, comme c'était prévu pour tous les nouveaux venus, les sanctions s'abattirent. Embargo, travaux forcés, restructuration. La Terre n'entra pas en guerre à l'époque. Elle saigna en silence. Ses colonies furent pillées, son peuple moqué, ses diplomates chassés des salles du Conseil en riant. On lui conseilla d'être patiente, de regagner la confiance, de bien se tenir. Les forgés se souvenaient de chaque seconde. Aussi, lorsqu'ils s'attaquèrent au Concorde, ils ne se firent pas discrets. Ils arrivèrent avec des noms. Au cœur même du monde coffre central du Concorde, connu sous le nom d'Indrix, des milliards de flux de crédit transitaient en chaque seconde. C'était une planète numérique, presque entièrement artificielle. Chaque mur vibrait de codes. Chaque rue scintillait de projections de données, annonçant succès, profit et croissance perpétuelle. Les forgés n'eurent pas besoin de s'infiltrer. Ils entrèrent sonnant simplement. Les alarmes restèrent muettes. Les systèmes de sécurité les accueillirent. Les drones de surveillance firent demi-tour et s'écrasèrent contre les murs les plus proches. Les plus hauts responsables du Concordat, flottant sur leur trône antigravité, contemplaient les silhouettes qui pénétraient dans leurs chambres de cristal. Ils étaient 5 cette fois, tout différents. L'une était entièrement faite d'ombres mouvantes, vibrantes de chuchotements. Une autre marchait pieds nus, laissant derrière elle des traînées rouges, qui brûlaient l'encre le code partout où elle posait le pied. Une autre encore n'avait aucun visage, juste un miroir reflétant les plus grandes peurs de ses victimes. Le chef des Concordies, connu sous le seul nom d'auditeur, tenta de négocier. Il proposa des crédits, de l'influence, et même l'accès aux archives de la dette originelle de la Terre. Les forgés l'ignorèrent. L'un d'eux s'avança et déclara « Nous sommes venus recouvrer nos créances. » Puis ils ouvrirent les coffres, non pour prendre, pour donner. Ils déversèrent toute l'histoire de la corruption des concordats. Chaque pacte mensonger, chaque massacre dissimulé, chaque espèce réduite au silence par la faillite, chaque dirigeant fantoche acheté, soudoyé, puis jeté aux oubliettes. Tout cela était diffusé en direct dans le monde entier. Même ceux qui avaient jadis chéri le Concordat, qui lui devint leur succès, s'en détournèrent avec dégoût. Car on peut justifier la guerre, on peut justifier les invasions. Mais quand un enfant meurt de faim parce que les réserves d'eau de sa planète étaient garanties par un prêt signé par quelqu'un à des milliers d'années-lumière, cette vérité est on ne peut plus claire. Les forgés ont laissé Indrix en proie à la désolation, non pas aux flammes, mais à la honte. Son économie s'est effondrée du jour au lendemain, emportant avec elle le dernier prétexte dont disposait la galaxie pour faire croire que la Terre était la méchante. Bien sûr,
Tout le monde ne l'accepta pas. Certains considéraient encore les forgés comme un fléau. Une faction grandissante de radicaux, composée d'anciens généraux, de riches élites et de suprématistes invétérés, forma ce qu'ils appelaient la résistance. Leur symbole était simple, un soleil noir écrasant la terre sous ses pieds. Ils parlaient de rétablir l'équilibre. Mais leur système était le même qui avait asservi des milliards d'êtres humains en prétendant agir en ordre. Ils lancèrent des attaques contre des sanctuaires factices. Ils bombardèrent des navires de réfugiés. Ils tentèrent d'anéantir l'alliance grandissante de civils éveillés qui s'étaient soulevés dans l'ombre de ce système artificiel. La résistance croyait aux anciennes méthodes, dominer, diviser, détruire. La Terre finit par répondre. Cette fois, avec elle, la première forgée. Celle qui se tenait sur la montagne, souriant aux étoiles. Elle arriva au centre de commandement principal de la résistance, le berceau de Zarven, une lune militaire reconvertie flottant près de la frontière galactique. Ni flotte, ni armée, juste elle. La résistance rit. Un de leurs commandants dit « Envoyez un seul humain. » Nous en avons tué des milliers. Elle ne dit rien. Elle traversa leurs murs, leurs armes, leurs peurs. Ils tirèrent des rayons nucléaires. Ils ne l'atteignirent pas. Ils envoyèrent des bombes logiques virales. Elle les absorba. Ils tentèrent de faire exploser le noyau. Elle figea le temps suffisamment longtemps pour démanteler le mécanisme par la pensée. Puis elle prit la parole. Vous ne comprenez pas le pouvoir. Vous ne comprenez que la cruauté. Et la cruauté est l'arme des faibles. Elle tendit la main et tous les soldats de la base, tous les commandants, tous les généraux s'effondrèrent. Ni morts, ni blessés, simplement témoins. Leurs souvenirs se déclenchèrent, les forçant à ressentir chaque vie qu'ils avaient ôtée. Non pas comme des données, mais comme s'il s'agissait de vies, l'une après l'autre pendant des heures. Certains hurlaient jusqu'à perdre connaissance. D'autres imploraient tard la mort. Elle les quitta avec un dernier murmure. « Vous avez fait de nous des monstres. Maintenant, nous allons vous montrer ce que ça fait d'être un monstre. » Elle s'éloigna tandis que la résistance s'effondrait de l'intérieur. À présent, la galaxie avait compris. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il ne s'agissait même pas de justice. Il s'agissait de mémoire. Les forgés étaient nés de la douleur, mais ils étaient animés par le souvenir. Non seulement de ce qui avait été fait à la Terre, mais aussi de l'indifférence de la galaxie face à ces atrocités. Personne n'est venu quand la Terre a supplié. Personne n'est venu quand la Terre a suffoqué. Personne n'est venu quand la Terre a pleuré. Mais à présent, la galaxie n'avait d'autre choix que d'écouter. Car les forgés n'étaient pas venus pour demander. Ils étaient venus pour rappeler. Il fut un temps, bien avant les forgés, bien avant le silence, où la Terre croyait encore que la galaxie l'accueillerait. Ce n'était pas de la naïveté, pas au début, juste de l'espoir. La première expédition terrienne au-delà du système Saol avait été lancée avec des mains tremblantes et des cœurs ardents. Le vaisseau Unity Dawn transportait des messages de paix, de la musique, des bases de données linguistiques, des échantillons de sol, des récits et par-dessus tout, de l'espoir. L'espoir qu'un jour, au-delà du vide, la Terre trouverait non seulement d'autres formes de vie, mais aussi la bonté. Ce ne fut pas le cas. L'Unity Dawn fut interceptée par un vaisseau de patrouille du Dominion Viron. Il ne s'agissait pas d'un affrontement militaire. Du moins, pas à proprement parler. Les Vérani n'étaient pas connus pour leur cruauté. Ils se contentaient de suivre les règles. La Terre n'avait pas sa place. Elle n'était pas reconnue par le Concordant. Elle n'avait pas été examinée par le Comité central des espèces. Elle n'avait aucune valeur économique, aucune parité technologique, aucun code source existant. Ils ont donc classé le vaisseau comme vecteur de risque non enregistré, une catégorie généralement réservée aux épaves ou aux IA rebelles. L'équipage de l'Unity Dawn a été arrêté, le vaisseau saisi et l'intégralité de ses archives culturelles, la plus grande tentative de la Terre pour se présenter, a été effacée non par haine, mais par bureaucratie. Le rapport Vérani 0
F l'a catégorisé comme contenu non prioritaire et jetable. Voilà comment tout a commencé. Non pas par la guerre, mais par le rejet. Dans une pièce silencieuse sur Terre, la mère des forgés se tenait seule. Elle ne se désignait pas ainsi. D'autres le faisaient. Pour elle, elle n'était qu'une femme qui avait jadis cru que la galaxie pouvait être différente, qui avait œuvré pour le réseau diplomatique de paix, qui avait passé des décennies dans une ambassade synthétique en orbite autour de Harven 6, suppliant les espèces de considérer les humains comme leurs égaux. Elle se souvenait encore de son dernier plaidoyer. Debout devant une douzaine de délégués, épuisés, amaigris par les rations, à bout de force, tenant le corps creux d'un enfant venu de la terre, gonflé par la malnutrition, les os saillants. Elle avait dit « Voilà ce que votre embargo fait. Ce n'est pas un rebelle, c'est mon neveu. » Le représentant du Conseil de l'Empire Zarkari cligna des yeux et déclara que si la Terre avait développé une économie durable avant son expansion, cela ne se serait peut-être pas produit. Puis ils passèrent au sujet suivant, la réglementation des taxes sur l'eau dans les champs d'astéroïdes. Elle était rentrée chez elle ce jour-là, mais la Terre n'était plus son foyer. C'était une cage. Son peuple mourait de faim, ses villes s'effondraient, ses colonies étaient soit pillées, soit réduites en esclavage par des accords d'exploitation des ressources. Elle était restée là, dans son vieil appartement, à écouter le même silence qui résonnait depuis des décennies. Et elle avait craqué, non pas par rage, ni par violence, mais par détermination. Elle s'était réfugiée dans la clandestinité, avait trouvé d'autres personnes comme elle. Des ingénieurs, des programmeurs, des survivants, des exilés, des soldats brisés, des scientifiques déchus, des gens qui ne criaient plus parce que crier ne les avait jamais menés nulle part. Ensemble, ils avaient construit quelque chose. Un noyau neuronal enfoui profondément sous l'Antarctique, invisible au capteur, dissimulé dans les anomalies magnétiques terrestres, nourri par le chagrin, focalisé par la mémoire. Ils l'appelaient la fonderie. Et dans la fonderie, ils se libérèrent de la peur, de la honte, de l'idée que la galaxie puisse un jour les aimer. De là naquit le premier forgé, non pas né, mais élu. Il s'appelait autrefois Théo. Il était infirmier de rue dans le district 9 d'Europa. Il avait vu sa part de mort, la plupart évitables. Des enfants aux poumons affaissés à cause d'une filtration atmosphérique insuffisante. Des grands-mères suffocants à cause de la poussière. Les drones de nettoyage ayant été saisis. Un jour, Théo reçut un appel. Une jeune fille de 12 ans, pâle, mourante. Sa puce à oxygène était défectueuse. Les autorités indiquèrent qu'elle la réparerait après un examen financier, autrement dit, des mois. Théo tenta de la remplacer lui-même. Il fut arrêté pour avoir falsifié des technologies autorisées par Concorde. Il passa 3 ans dans une prison orbitale autour de Jupiter. À sa sortie, il apprit que la jeune fille était décédée 2 semaines après son arrestation. Cette nuit-là, il entra dans la fonderie et déclara « Je ne veux plus oublier. Je veux devenir celui qu'ils ne pourront plus ignorer. » Il devint H, non pas un nom, un état, mais le 4e forgé. Son corps se transforma en obsidienne, menacé par la lumière. Ses yeux, d'un noir mat aux pupilles rouges palpitantes, vibraient au rythme de ses émotions. Sa voix, aux fréquences multiples, se superposait, car une seule voix ne saurait exprimer toute sa souffrance. Il a ensuite démantelé 7 postes de police sans tuer un seul gardien. Il a simplement réveillé les souvenirs de chaque détenu, les a projetés sur tous les écrans, a révélé au public ce que les systèmes étaient censés dissimuler, puis a laissé les portes ouvertes. Il fut le point de départ. Les autres ont suivi, non par vengeance, mais par souvenir. Dans les archives galactiques, une IA ancienne, connue sous le nom de Gardien 6, a entamé un processus qu'elle n'avait pas activé depuis 10 000 cycles. Elle l'a baptisé « mode règlement de compte ». Le gardien était neutre. Il conservait la vérité, non la politique. Il avait vu des civilisations s'élever et s'effondrer, des espèces s'anéantir les unes les autres pour de simples questions d'orgueil et de protocole.
Mais ils n'avaient jamais rien vu de tel. Les forgés étaient différents de tout ce que la galaxie avait créé. Ce n'étaient ni des clones, ni des êtres améliorés, ni des IA. Ils étaient des Willaponisés. Le traumatisme humain s'est forgé en identité. Il a enregistré chaque apparition, chaque message, chaque anomalie. Et à chaque fois, il a commencé à douter des fondements sur lesquels reposait la galaxie. Pendant 10 millénaires, l'ordre galactique s'était appuyé sur 5 croyances tacites. Premièrement, que le plus fort devait régner. Deuxièmement, que le passé devait rester enfoui. Troisièmement, qu'une paix sans justice n'était qu'une paix. Quatrièmement, l'empathie est inefficace. Cinquièmement, la Terre était une leçon sur ce qu'il ne fallait pas devenir. Les forgés ont anéanti ces 5 points. Ils ont régné par conviction, non par la force. Ils ont exhumé le passé et l'ont fait hurler. Ils ont exigé la justice avant la paix. Ils ont fait de l'empathie une arme. Et la Terre, était devenue la leçon que la galaxie ne cessait d'apprendre. Gardien 6 interrompit ses enregistrements internes et murmura en vieil anglais terrien, une langue qu'il avait jadis cataloguée et dont il n'avait plus jamais besoin. Nous aurions dû l'écouter, mais la galaxie avait encore des dents et tous n'allaient pas céder à la culpabilité. Dans une installation secrète située en plein cœur du secteur secret, inconnu même du Conseil central, une coalition de chefs de la résistance survivants a activé le projet Pureté. Il s'agissait de leur ultime défense, une contre-mesure fondée sur les maigres connaissances qu'ils avaient acquises sur les forgés. Ils avaient étudié des fragments d'échos neuronaux de forgés, non des copies. Ces dernières étaient impossibles, mais il restait des traces sur des machines endommagées. À partir de là, ils ont conçu une arme, non pas pour tuer les forgés, mais pour effacer ce qui les rendait humains. Une impulsion, une pointe de fréquence déguisée en appel de détresse. Elle se propagerait à travers des voies quantiques intégrées à des paquets d'émotions conçus pour cibler uniquement les esprits ayant transité par la fonderie. Ils l'ont lancée discrètement, en secret. Cela se propagea dans le sous-espace comme un cri enveloppé de berceuses sur une douzaine de planètes. Forge de trébucha. Pour la première fois, ils tressaillirent, non pas de douleur, mais de séparation, d'une déconnexion avec leurs souvenirs fondamentaux. Un flou s'installa autour de ce qui les avait toujours animés, leur raison d'être. Ashford s'effondra à la surface de l'Arik Delta, se tenant la poitrine comme si quelque chose lui arrachait l'âme par les côtes. Un enfant accourut vers lui et lui demanda s'il était en train de mourir. Il murmura « Non, je ne meurs pas, je m'éteins. » Et pendant un instant, la galaxie crut avoir gagné. Que peut-être, juste peut-être, la Terre pourrait être réduite au silence à nouveau. Mais alors, la Terre répondit. H4 gisait immobile sous un ciel de lune craquelée, son corps s'éteignant seconde après seconde. L'impulsion avait accompli ce qu'aucune flotte, aucune bombe, aucune trahison n'aurait jamais pu. Cela lui fit oublier. Pas tout, juste assez. La netteté s'estompa. Les souvenirs se brouillèrent. Sa douleur, son carburant, commencèrent à se dissoudre dans l'engourdissement. Et avec elle, la lucidité qu'il avait forgée vacilla. Il pouvait encore sentir son visage, celui de la fille à la puce d'oxygène. Mais les détails s'estompaient. Son nom, sa voix, la couleur de ses yeux, disparus, autour de lui, et la forêt du delta de l'Arik trembla, réagissant à la fragmentation de son aura. L'air se refroidit. Même les créatures cachées dans les racines sentirent l'étrangeté ambiante. L'impulsion avait atteint d'autres êtres aussi. À travers la galaxie, les forgés tombèrent à genoux, ni morts, ni brisés, mais meurtris. Déconnectés de la douleur même qui leur donnait leur identité, les résistants ne célébrèrent pas publiquement. Ils savaient que c'était peine perdue. Leur arme était invisible, secrète. Une trahison murmurée sous la surface de l'espace. Mais ils souriaient dans leur bunker. Enfin, la terre avait fléchi. Enfin, le mythe des forgés commençait à s'effriter. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que les forgés
n'était pas conçu pour être parfait. Il fut reconstruit pour se souvenir. Et si l'on touche à un souvenir, la terre ne vous le fera pas regretter. Au cœur de la fonderie, ce noyau ancien est caché, enfoui profondément sous la surface inaltérable de l'Antarctique, une présence s'éveilla. Elle n'avait plus de nom. Certains l'appelaient la mer, d'autres la première flamme. Pour elle n'était que ce qui subsistait après la fin des supplications. Elle avait senti le pouls dès l'instant où il avait frappé. Non pas comme une arme, mais comme un mensonge résonnant au plus profond d'elle-même. Ce n'était pas de la douleur. C'était un vol. Et la terre avait toujours su quoi faire lorsqu'on lui volait quelque chose. Elle le récupérait. La fonderie se mit à brûler, non de feu, mais de souvenirs. Chaque âme qui l'avait traversée, chaque forgé, chaque éveillé, chaque nom perdu dans les méandres du temps, était archivé en son cœur. Lorsque l'impulsion a fragmenté ses souvenirs, la fonderie les a rembobinés. Non pas numériquement, non pas logiquement, mais émotionnellement. H4, toujours agenouillé dans le sol du delta de l'Arik, allait tandis qu'une chaleur intense le traversait. Non pas une température, mais une sensation soudaine et violente. Il la revit. La jeune fille, les yeux verts foncés, les cheveux courts et inégaux, comme si elle les avait coupés elle-même. La façon dont elle l'appelait Théo, même à bout de souffle. Puis le souvenir s'est affiné. Pas seulement sa mort, son rire. La fois où elle avait dansé pieds nus dans Zérographe parce que quelqu'un avait laissé le simulateur allumé. Sa phrase « Tu vas sauver le monde, maintenant ». Il se souvint pourquoi il était devenu forgé. Non seulement à cause de ce qui avait été pris, mais aussi à cause de ce qui méritait de vivre. Il se redressa lentement, et l'air autour de lui s'embrassa d'une lueur rougeoyante. Un drone de la cellule de résistance locale le scruta d'en haut. Une seconde, il était là. La seconde suivante, il ne vit plus que des parasites. H4 ne faiblissait plus. Il était en flammes. À travers toute la galaxie, les êtres forgés se rallumèrent, non pas avec rage, mais avec détermination. L'impulsion ne les avait pas affaiblis, elle les avait purifiés. Elle avait consumé l'hésitation, consumé la distraction. Désormais, ils n'étaient plus seulement porteurs de souvenirs. Ils étaient des souvenirs. Vivants, marchants, éveillés. Et la Terre répondit enfin. Non par des canaux, non par des émissions, mais par un message apparu dans le ciel de chaque monde colonisé, projeté dans la langue de chaque espèce. Aucune voix, seulement du texte. Vous avez tenté de faire taire ce qui nous rend humains. Mais la douleur n'est pas une faiblesse. La mémoire n'est pas une arme que vous pouvez contrôler. Et le chagrin ne vous appartient pas. Vous pensiez que nous étions en colère. Vous aviez tort. Nous nous sommes éveillés. Nous n'incendierons pas vos villes. Nous ne bombarderons pas vos planètes. Nous ferons bien pire. Nous vous ferons ressentir ce que nous avons ressenti. Le ciel s'assombrit et les étoiles elles-mêmes pulsèrent une fois, deux fois, puis cela commença. On l'appelait le dévoilement. Ce n'était pas une attaque. C'était une révélation. Les forgés ne détruisaient pas les systèmes. Ils les exposaient. Des empires entiers furent dépouillés de leurs secrets du jour au lendemain. Les forgés activèrent des relais neuronaux dans les réseaux de conscience collective, diffusant les vérités les plus profondes et les plus sombres de gouvernements entiers directement dans l'esprit de leur population. Non pas comme des faits, mais comme des expériences. Vous n'avez pas seulement appris la trahison. Vous l'avez vécu à travers les yeux d'un enfant affamé dans une zone minière contaminée. À travers le corps brisé d'un rebelle, mis en pièces au nom du maintien de la paix. À travers les cris d'une espèce qui a disparu parce qu'une route commerciale a dû être démantelée. Même les riches l'ont ressenti, même les puissants. Certains ont tenté de résister, fermé leurs filets, obscurcissaient leurs esprits. Mais les corrompus avaient déjà infiltré leur message à tous les niveaux de chaque système. Ce n'était pas un virus. C'était la justice empreinte d'empathie. Et elle se propagea comme un souffle,
comme le vent, comme la vérité. Des populations entières sombrèrent dans le chagrin. Mais un phénomène étrange se produisit. Tous ne réagirent pas par la panique. Certains, beaucoup, réagirent avec lucidité. Ils se levèrent, arrachèrent les drentes et les drapeaux qui symbolisaient jadis le pouvoir, envahirent les Hanneston, envahirent les rues, non pas en émeute, mais en deuil, puis en défi. Non pas contre la terre, mais pour la terre, car ils se souvenaient désormais de leurs actes, ou pire, de ce qu'ils avaient là laissé faire, et ils en avaient assez de laisser faire. Le dernier conseil survivant était le plus ancien, une espèce d'être cristallin appelé les Atari. Ils n'avaient jamais fait la guerre, ils n'en avaient jamais eu besoin. Ils conseillaient, observaient, calculaient. Ils avaient survécu à 5 réinitialisations galactiques et avaient toujours tenu le même discours. L'émotion est chaos. Seule la raison perdure. Mais à présent, l'un des leurs, connu sous le nom de Fragment 3, se tenait devant l'Assemblée et déclara « Nous nous sommes trompés ». Le silence fut immédiat et glaçant. L'éclat 3 avait accédé au dévoilement, avait vécu une fraction des souvenirs de la Terre, avait ressenti ce que signifiait être humain, non pas à travers les manuels, mais au plus profond de son être, dans la douleur de la perte. Il n'avait pas été forgé par le feu, mais par l'oubli. Nous ne les avons pas seulement blessés, nous les avons contraints à devenir ainsi. L'autorité s'est retirée non par peur, ni par chagrin. Ils ont anéanti leur voix au sein du Conseil, désactivé leur protocole de revendication et envoyé un unique paquet de données à la Terre. Nous sommes désolés. Nous nous souvenons maintenant. La Terre n'a pas répondu car elle n'en avait pas besoin. Les forgés furent de la riposte et ils n'en avaient pas fini. La résistance tenta un ultime coup. Ils activèrent un prototype, quelque chose de plus puissant encore que l'impulsion. Ils l'appelèrent « code de l'oubli », un champ d'entropie destiné à anéantir complètement les esprits des forgés, à les réduire à l'état d'émotion brute jusqu'à ce qu'ils cessent tout simplement de fonctionner. Mais ils n'eurent jamais l'occasion de la lancer, car elle arriva. La première flamme. Pas de vaisseau, pas de traces écrites. Elle apparut simplement dans le complexe d'Oblivion, au cœur d'une lune mourante. Elle passa devant des gardes armés effondrés en larmes, devant des machines qui refusaient de s'allumer, devant des scientifiques implorant une pitié qu'ils n'avaient jamais accordée à personne, jusqu'au cœur du système, jusqu'à l'homme qui avait créé le code. Il la regarda, le regard vide, les mains tremblantes. Elle ne lui posa qu'une seule question. « As-tu aimé quelqu'un » Il ne répondit pas. Alors, elle lui toucha le front. Et en un instant, il vit tout ce que la Terre avait vu. Chaque promesse brisée, chaque bouche affamée, chaque enfant oublié par le progrès de la galaxie, chaque cri ignoré. Et au centre de tout cela, elle, la première flamme, serrant contre elle le corps agonisant de son frère lors d'une panne d'électricité dans une ville terrienne abandonnée. Elle le serrait dans ses bras, car le Conseil avait coupé l'alimentation d'urgence de leur zone après un défaut de paiement de la Terre. Elle le serrait contre elle tandis qu'il murmurait « Est-ce que ça ira mieux un jour ?» Et qu'elle lui répondait à voix basse « Si ça doit me tuer ». Puis elle laissa partir le scientifique. Il hurla, s'effondra et ne parla plus jamais. Les forgés n'avaient plus besoin du code, car la galaxie se codait désormais d'elle-même pour changer. Sur une planète paisible, jadis utilisée comme décharge, un enfant dessina dans la Terre une image de la Terre illuminée. Son père demanda « Pourquoi la lumière ?» Et l'enfant répondit « Parce qu'ils ont longtemps vécu dans l'obscurité. Maintenant, nous les voyons. » Les étoiles étaient désormais silencieuses. Non pas muettes, non pas vides, mais plus silencieuses qu'elles ne l'avaient été depuis des siècles. Plus de guerres, plus de conflits commerciaux, plus d'affrontements territoriaux, juste une quiétude. Celle qui n'est non de la paix, mais de la prise de conscience. Et les forgés, elles ne la célébraient pas. Ils ne conquirent aucun territoire, ne hissèrent aucun drapeau, ni n'instaurèrent de nouvelles lois. Il n'y eut ni défilé, ni déclaration de victoire.
car pour eux, il ne s'agissait pas d'une guerre. C'était un deuil, une galaxie pleurant la civilisation qu'elle avait bâtie sur le dos des opprimés. Et la Terre, était devenue l'oraison funèbre. À la surface de Tyros 3, une planète jadis réputée pour ses ventes aux enchères d'esclaves de luxe, dissimulée sous couvert de contrats de performance, la cité de Vès était abandonnée depuis près de 6 semaines. Les salles de vente étaient désormais fissurées, la lumière du soleil filtrant à travers les plafonds effondrés, comme si la justice, enfin, y faisait son apparition. Au centre de la place, là où jadis les enchères couvraient les cris, un homme seul et silencieux était assis en tailleur, observant la scène. Il était arrivé après l'effondrement. Il n'avait rien touché, il n'avait rien détruit. Il avait simplement attendu que les gens arrivent. Et ils sont venus. D'abord par 2, puis par dizaines, puis par centaines. D'anciens esclaves, des alliés silencieux, des enfants qui avaient grandi en croyant que cette cruauté était normale. Ils se tenaient autour de la forge, sans savoir quoi dire. Alors il parla pour eux. On vous avait appris à ne rien ressentir, que l'obéissance était synonyme de sécurité, que le silence était synonyme de loyauté. Il leva les yeux, le visage impassible, sa voix empreinte d'une profondeur comparable au vent qui souffle dans un cimetière. Mais la vérité, c'est qu'ils n'ont jamais voulu vous faire taire. Ils voulaient vous briser. Nous ne sommes pas là pour vous briser davantage. Nous sommes là pour vous rendre votre voix. Cette nuit-là, les habitants de Vey ont hurlé, non pas de peur, mais de libération. Chaque cri refoulé, chaque douleur enfouie, chaque rage niée. Ils ont hurlé jusqu'à faire trembler les rues et que les forgés se soient levés. Ils ont hoché la tête une fois, puis sont partis dans la nuit. Derrière lui, une ville renaissait, non par ordre, mais par choix. Ailleurs, sur les lunes abandonnées de Kirneuf, le dernier bastion de la résistance se rassemblait pour ce qu'ils appelaient un ultime combat. Ils ne se faisaient aucune illusion. Ils étaient en infériorité numérique, surpassés en intelligence et condamnés à survivre. Leur idéologie, fragile chimère d'un ordre fondé sur le contrôle, s'était effondrée sous le poids de la vérité. Mais il leur restait une chose, la peur. Ils se sont donc plongés dans le projet, programmant une boucle de destruction massive, un virus apocalyptique ultime qui corromprait les réseaux électriques planétaires, provoquant panne d'électricité, effondrement et famine. Ils l'appelaient le salut, car même à cet âge, ils se considéraient encore comme des sauveurs. Mais avant qu'ils ne puissent le déployer, un enfant pénétra dans leur base, une fille, humaine ou presque. Ses cheveux scintillaient comme une lumière fracturée. Ses yeux recelaient des galaxies trop anciennes pour son âge. Elle ne disait rien. Elle se contentait de fixer le vide. Les soldats de la résistance levèrent leurs armes, mais aucun ne tira. Car en sa présence, quelque chose changea. Les systèmes de la base se mirent à vaciller, non pas à s'arrêter, mais à hésiter, comme si les machines elles-mêmes étaient désorientées. L'ingénieur en chef s'avança. Ses mains tremblaient. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. Elle inclina la tête. « Je suis celle qui est née après. » Il fronça les sourcils. « Après quoi ?» Elle sourit, un sourire doux, sans amertume, comme quelqu'un qui connaissait la douleur par cœur. « Après votre dernière excuse ?» Et puis elle disparut. Le virus se désintégra. Des lignes de code brûlèrent de teinteau de l'intérieur, non par un signal extérieur, mais par un effondrement interne. Comme si l'idée elle-même s'était rejetée. Ils avaient tenté de transformer la destruction en salut, mais l'univers avait fini par refuser. La base de la résistance se tut, et la jeune fille s'avança pieds nus, auréolée de lumière, vers les étoiles. Sur Terre, la mer se tenait près d'une fenêtre donnant sur ce qui avait été jadis un océan mort. À présent, il respirait de nouveau. Les eaux métaux étaient revenus, non par la force, non par la magie, mais par l'attention. Quand la galaxie cessa de piller, la Terre commença à guérir. Le ciel n'était pas entièrement bleu. Le sol portait encore les stigmates de son passé.
Mais le silence n'était plus synonyme de désespoir. Il était apaisé. Apaisé comme après avoir enterré un fardeau trop lourd à porter. Derrière elle, un des éveillés entra. Un garçon d'à peine 20 ans, mais son regard était empreint d'une sagesse ancestrale. Il avait jadis mené une émeute de la faim dans une colonie du Concordat, avait été capturé, marqué au fer rouge et abandonné à son sort dans un camp de travail. Les forgers l'avaient trouvé, et au lieu de se venger, il avait choisi la restauration. À présent, il marchait avec les forgers, non plus comme l'un d'eux, mais comme lui-même. Il s'assit près de la mère. « Comprennent-ils maintenant » demanda-t-il. Elle hocha lentement la tête. « Certains, oui. Et les autres ?» Elle leva les yeux au ciel. « Ils écoutent. C'est tout ce que nous avons toujours voulu. » Un silence. Alors le garçon posa la question que personne d'autre n'avait osé poser. « Allons-nous nous arrêter ?» Elle se tourna vers lui, le visage plus marqué par l'âge, mais serein. « Mais nous n'avons jamais commencé. Ce sont eux qui ont commencé. » Il déglutit. Mais les forgers, ils ont tout changé. Certains craignent que rien ne redevienne comme avant. Elle secoua la tête. Pas une seconde, ce ne devrait pas. Et sur ces mots, la Terre entama un nouveau chapitre. Non pas celui de la domination, mais celui du souvenir. Sur plus d'1 millier de mondes, des statues commencèrent à s'élever, mais pas celles de généraux, ni même celles des forgers. C'étaient des statues des disparus, enfants, mères, vieillards, artistes, journalistes, paysans, noms oubliés et tombes silencieuses. Chaque statue portait une simple phrase. « Vous n'étiez pas invisible. Nous avons simplement choisi de ne pas vous regarder. » Sur certaines planètes, des cérémonies furent organisées. Sur d'autres, on se contenta de s'agenouiller. Et dans le ciel, au-dessus de chacun, une silhouette unique, forgée ou peut-être plus récente, apparaissait un instant. Non pour parler, non pour exiger, juste pour témoigner. Puis elle disparaissait, comme pour dire « Nous vous voyons maintenant ». Et enfin, ce fut suffisant. Les conseils galactiques se dissolvèrent, non dans le chaos, mais dans le choix. Plus de gouvernement central, plus de cercles de vote d'élite. À leur place, des réseaux d'assemblées planétaires commencèrent à se former. Des choses lentes, chaotiques et magnifiques, bâties sur une mémoire partagée, sur la douleur, mais aussi sur la survie. Et la Terre, elle, n'a pas pris la tête. Elle n'a même pas postulé. Quand on lui demanda pourquoi, la mère répondit simplement « Nous parlerons si on nous adresse la parole, sinon nous écouterons. » Car la Terre avait appris à ses dépens ce que signifiait le silence. Désormais, elle le maîtrisait parfaitement et s'en servait comme d'une leçon que la galaxie n'oublierait jamais. H4 se tenait au bord d'une cité satellite en ruine, contemplant les étoiles. À ses côtés, un enfant d'un autre système, rescapé d'une ancienne zone de travail concordante, fixait le même ciel. Elle demanda « Et maintenant ?» Ashford sourit. « Une chose rare et fragile. Nous vivons. » Elle fronça les sourcils. « C'est tout ?» Il hocha la tête. « C'est tout. » Elle le regarda de nouveau. « Es-tu toujours forgé ?» Il baissa les yeux sur ses mains. Elles scintillaient encore légèrement. Ses os vibraient encore de multiples fréquences. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était adouci. « Non, » dit-il, « je suis humain. » Puis il ajouta « Enfin !» Et ils restèrent assis là, ensemble. Deux survivants, l'un renaissant, l'autre à l'aube d'une nouvelle vie. Tous deux contemplaient un ciel qui ne les jugeait plus, mais qui, enfin, les accueillait. Les années passèrent. Peu nombreuses, mais suffisantes. Suffisamment pour que la galaxie comprenne que ce n'était pas la fin. C'était un nouveau départ. Pas d'un coup, et non sans cicatrice. Certains systèmes s'accrochaient encore à d'anciennes hiérarchies, tentant de rafistoler des régimes défaillants. D'autres se sont démantelés, volontairement, choisissant de reconstruire à partir de zéro, en fondant leurs efforts sur la vérité plutôt que sur l'orgueil. Mais partout, un changement a résonné plus fort que la loi.
Le souvenir s'est fait sentir. Fini les mensonges sur la fragilité de la Terre. Fini les plaisanteries sur son instabilité. Fini les hochements de tête silencieux lorsque les humains se voyaient refuser le droit de vote au Conseil ou l'accès aux routes commerciales. Car désormais, tous savaient que la Terre n'était pas faible. Elle avait simplement fait preuve de patience. Et lorsqu'elle avait cessé d'attendre, la galaxie avait tremblé. Mais à présent, les secousses avaient cessé. Et quelque chose d'inattendu avait pris sa place. Le calme, non pas né de la peur, mais de la compréhension. La fonderie demeurait, enfouie dans les ossements les plus anciens de la Terre. Mais ses feux ne brûlaient plus. Ils brillaient d'une lueur diffuse. Ce n'était plus une forge de vengeance, mais un sanctuaire de transformation. Désormais, tous ceux qui y pénétraient n'en ressortaient pas transformés. Cette époque était révolue. Certains y venaient chercher la guérison, d'autres pour se souvenir de qui ils étaient, avant que le monde ne les fasse oublier. Et d'autres encore avaient simplement besoin de voir que quelqu'un avait survécu à ce qui leur avait manqué. La mère, que beaucoup n'appelaient non plus ainsi, mais simplement la première à écouter, demeurait au cœur de la fonderie. Mais elle ne donnait plus d'ordre, elle écoutait. Un à un des gens de toute race, de tout système, de toutes langues arrivèrent. Ils n'apportaient pas d'armes, ils apportaient des questions. Comment pardonner nos actes? Comment enseigner la vérité à nos enfants? Que se passe-t-il après la honte? Comment vivre dans un monde que nous avons contribué à détruire? Et sa réponse était toujours la même. En n'ignorant pas la situation, en portant le fardeau sans se laisser abattre, en ne laissant plus jamais le confort nous aveugler. Il n'y eut ni cérémonie, ni médaille, seulement la prise de responsabilité. Et la guérison commença là. Lente, inégale, mais réelle. Ailleurs sur une planète nommée le repos de Phailène, un ancien monde cimetière devenu archive de la mémoire. Un monument se dressait, au centre du plus grand cratère. C'était une simple colonne de pierre gravée dans toutes les langues connues, même celles des morts. On pouvait y lire. Ici repose le mythe selon lequel le silence était synonyme de sécurité. Des gens venus des 4 coins de la galaxie venaient le lire, non pas parce qu'il leur dictait leur conduite, mais parce qu'il leur rappelait ce qu'il ne fallait pas oublier. Chaque visiteur était autorisé à laisser un objet derrière lui, un symbole de sa survie. Un jour, un être forgé apparut, non pas des cendres, non pas la première flamme, mais une flamme nouvelle, jeune, fraîche, née non d'un traumatisme, mais d'un choix. Ils déposèrent un petit jouet d'enfant, une toupie en bois. À la question « Pourquoi ?» ils répondirent « Parce que ma mère m'a gardé en vie grâce à ses histoires, et je veux que la galaxie se souvienne que survivre, ce n'est pas seulement la guerre. Parfois, c'est une histoire du soir racontée dans le noir. » Ce jouet resta intact au sommet de la pile, car personne n'osait l'oublier. H4, now simply Theo again, traveled the stars quietly, not as a warrior, as a speaker, a witness. He didn't speak in codes or threats anymore. He didn't burn buildings or overload systems. He told stories about a girl who died because of a faulty oxygen chip, about a prison orbiting Jupiter, about what it meant to kneel in the dirt, gasping for purpose, and find fire inside pain. On écoutait, non par obligation, mais par besoin. Certains pleuraient, d'autres restaient silencieux, d'autres encore se levaient après le récit et s'enfonçaient dans la nuit, animés d'une nouvelle détermination. Mais personne n'en ressortait indemne. La résistance, ce qu'il en restait, s'estompa. Certains se cachèrent, espérant que le temps effacerait leur culpabilité. D'autres rejoignirent les les éveillés, en quête de rédemption. Tous ne furent pas accueillis. Mais le pardon, lui aussi, s'était intégré à la nouvelle galaxie. Non pas un pardon facile, mais un pardon mérité. Ils travaillèrent dans les mines qu'ils avaient jadis pillées, bâtirent des foyers pour ceux qu'ils avaient jadis déplacés et, plus important encore, ils répétèrent la vérité sans relâche,
jusqu'à ce qu'elle cesse d'être une légende et devienne histoire. La Terre devint un paradoxe, une planète blessée en paix, une espèce brisée qui ne s'était jamais sentie aussi forte. Certains se demandaient si l'humanité allait se relever, prendre le contrôle des conseils, mener la reconstruction, bâtir un nouvel empire. La Terre déclina à maintes reprises, et lorsqu'on lui demandait pourquoi, elle répondait simplement « Notre heure est venue. Nous savons ce que le pouvoir fait à ceux qui oublient leurs origines. » La Terre offrit alors son aide, non pas des conseils, non pas des jugements. Son aide, une technologie partagée, non par appât du gain, mais par nécessité. Des systèmes médicaux conçus à partir de recherches sur la régénération, même falsifiés. Une architecture de la mémoire permettant aux survivants de surmonter leurs traumatismes sans les effacer. Traverser le deuil sans en être prisonnier. La Terre est devenue célèbre pour une chose avant tout, l'empathie. Le mot le plus redouté de la galaxie, jusqu'à ce que la Terre en fasse une source de pouvoir. Et les forger. Certains se fondaient à nouveau dans le passé. Le processus était réversible si on le souhaitait. D'autres demeuraient, non pour corriger, non pour punir, mais pour rappeler. Ils apparaissaient en cas de besoin. Lorsqu'une planète tentait de réécrire ses fautes, lorsqu'un gouvernement essayait d'enfouir ses victimes sous les données, lorsqu'un enfant murmurait qu'il avait peur de parler, il venait non avec le feu, mais avec la mémoire. Et il demandait « Te souviens-tu de qui tu étais avant de détourner le regard ?» C'était suffisant. C'était tout ce qu'il fallait désormais. La galaxie avait appris. Pas entièrement, pas parfaitement, mais suffisamment. Et c'était la victoire. Un dernier souvenir. Un garçon était assis au sommet d'une montagne sur Terre, là où l'air était raréfié et le ciel constellé d'étoiles. À côté de lui se trouvait la première flamme. Elle n'avait pas parlé depuis des années. Elle n'en avait pas besoin. Mais ce soir, elle le voulait. « Tu crois qu'ils vont encore oublier ?» demanda le garçon. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta de regarder les étoiles, puis dit « Peut-être ». Le garçon hocha lentement la tête. Et après, elle le regarda, les yeux désormais apaisés, sans ardeur. Alors on leur rappellera. Un souffle de vent souffla entre eux. Pas froid, juste sincère. Ce genre de vent qui porte en lui les voix des morts et celles de ceux qui luttent encore pour vivre. Il se pencha vers elle. « Ça en valait la peine » murmura-t-il. Elle hocha la tête. Toujours, quand ils finissent par nous entendre. Au-dessus d'eux, une nouvelle étoile pulsait dans le ciel. Un symbole non pas de domination, mais de souvenir. Et la galaxie tourna lentement sous sa lumière, plus brillante, plus douce, enfin plus sage.